Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo. Petite vidéo d'abord pour vous remercier de me suivre par milliers, on va dire même par dizaines de milliers, de suivre mes vidéos. Et surtout petite vidéo pour annoncer que je me suis encore pas trompé sur les pronostics, sur ce qui allait se passer. Donc malgré ce que disent de nombreux détracteurs qui me disent qu'il vaut mieux que je reste à la musculation, que mes analyses en politique et géopolitique sont stupides. Alors je répondrai de toute façon qu'il vaut mieux un incompétent comme moi-même, puisque je suis, paraît-il, un musculeux qui ne connaît que la musculation, bien que mon passé est autre que ça, je l'ai déjà expliqué. Donc il vaut mieux un incompétent qui analyse les situations et prévoit ce qui va se passer et annonce l'avenir, comme je l'annonce là et comme je l'ai déjà annoncé, vous verrez dans cette vidéo, qu'un spécialiste de géopolitique et d'histoire qui se trompe dans ses pronostics. Donc, je me présente comme l'incompétent qui annonce ce qui va se passer et qui prévoit ce qui va se passer. Donc, les gens qui me suivent peuvent confirmer ce que je dis dans mes vidéos. C'est-à-dire quand l'information arrive, je l'ai en général analysé avant et j'ai prévu ce qui allait se passer. Alors j'ai prévu ce qui allait se passer pour une bonne raison, très simple, c'est que j'analyse tout d'un point de vue froid et sans émotion, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue calorique. Tout sur Terre, tout dans le monde n'est qu'échange calorique, n'est qu'échange énergétique. Le monde est énergie. La pensée est énergie, l'énergie est pensée. Voilà. Et quand on comprend tout ça, c'est du taoïsme si vous voulez, c'est de la logique de fonctionnaires chinois si vous voulez. Donc quand on comprend ça, on est capable de prévoir l'avenir. De prévoir avec un minimum de fausses et un maximum de justesse. C'est pour ça que mes analyses, bien que je ne sois pas le spécialiste en histoire et en géopolitique, mes analyses s'avèrent plus justes que les analyses des spécialistes en histoire et en géopolitique. Alors là, cette vidéo avait pour but d'expliquer un peu ce que j'avais prévu. J'ai dit bonjour à mon ami Yaya, qui me disait le contraire. J'explique qu'il y a un réchauffement, qu'il y allait avoir un réchauffement entre la Russie et la Turquie. J'ai pris mes petites notes, bien sûr, je fais rapidement, j'improvise. Et il y a effectivement ce réchauffement actuel entre la Russie et la Turquie. On voit qu'il y a un cessez-le-feu en Syrie, pour des raisons énergétiques, bien sûr. Donc, ce cessez-le-feu est un accord historique, un accord... c'est ce réchauffement en tout cas, pas ce cessez-le-feu, mais ce réchauffement entre la Russie et la Turquie est un accord historique, parce que même la Turquie a toujours, là, actuellement elle était avec les Américains, pour certaines raisons, que j'ai expliquées dans d'autres vidéos, la Turquie c'était les plus grosses bases américaines, c'était une aviation qui était l'équivalent de l'aviation de tous les pays d'Europe réunis, avec les avions high-tech, avec les spécialistes américains qui formaient derrière nos amis les Turcs, qui leur permettaient d'avoir une base sur la région, et une région proche du Moyen-Orient, car les Américains géraient le pétrole du Moyen-Orient, ce qui est maintenant beaucoup moins important pour eux, vu qu'il y en a déjà beaucoup moins que prévu, les chiffres sont faux, et qu'ensuite il y a eu un changement radical de politique aux États-Unis, un changement inattendu, pour ne pas dire inespéré, avec l'arrivée du bon vieux Trump. Donc, nous avons un réchauffement entre Turquie et Russie, la Turquie et la Russie, qui sont depuis des centaines d'années des adversaires économiques importants. Pourquoi? Parce que tout simplement, la Turquie est placée à une zone charnière entre l'Orient, le Moyen-Orient, plutôt entre le Moyen-Orient et l'accès à la Méditerranée, et elle bloque par cette zone d'accès qu'on appelle le Bofort, elle bloque soit les montées vers l'Europe, les montées commerciales bien sûr, qui viennent du Moyen-Orient par la terre,
même les montées qui pourraient arriver en Europe et en Russie, hein. Et elle bloque aussi le passage de la mer Noire par le détroit du Bosphore, hein. Elle bloque ce passage et empêche les Russes, par exemple, de commercer facilement avec la Méditerranée. Donc ils sont soumis au blocus que pourraient leur faire les Turcs, mais surtout aux taxes importantes que prennent les Turcs sur tous les passages par leur territoire. N'oublions pas que la Turquie est un État extrêmement riche, très bien organisé, qui vit, parce qu'il a une production agricole, une organisation de fonctionnaires extrêmement efficace, une armée efficace, gérant justement ces acheminements et bloquant ces arrivées énergétiques venues du Moyen-Orient ou de la Russie, et ce détroit leur permet de rapporter de l'argent, car quand on passe par là, on est obligé de payer, on peut bloquer la Russie. Donc, la Russie était extrêmement gênée pour ses descentes, pour sa possibilité de commercer avec toute la Méditerranée. Donc, c'était la Méditerranée, et qui dit passer par la Méditerranée, dit aussi après passer par la mer Rouge, par l'Égypte, et accéder aux autres côtés, hein, à l'Inde, à toute l'Afrique de l'Est, donc à toute l'Afrique en général, et à l'océan Indien. Donc, ce passage du Bosphore était un passage fondamental. On voit qu'actuellement, il y a un réchauffement, et je peux vous assurer qu'il va y avoir même association entre la Russie et entre la Turquie, car maintenant, la donne a changé. Depuis l'arrivée au pouvoir de Trump, hein, Trump qui est arrivé au pouvoir de façon inattendue, grâce aux réseaux sociaux, aux gens qui en avaient marre des démocrates, hein, qui n'ont pas voté pour le programme réel de Trump, qui ont voté contre Clinton, hein, contre les démocrates. Donc Trump, c'est l'arrivée des républicains, mais en vérité, c'est l'arrivée de celui qui représente l'anti-système que l'on ne peut plus supporter. Donc, l'arrivée inattendue de Trump a complètement bousculé la donne aux États-Unis, en Amérique, et il y avait une grande guerre économique, comme je l'ai expliqué, entre deux énormes puissances économiques américaines qui sont d'un côté les pétroliers et les gaziers qui s'occupent de ponctionner le monde entier, hein, grâce au dollar, mais aussi grâce au complexe militaro-industriel, et qui mettent sous domination le monde pour, avec ces grosses sociétés actionnaires basées à Wall Street, hein, et qui tiennent ces grosses sociétés pétrolières, indirectement les sociétés pétrolières américaines qui sont là-bas, mais aussi sociétés saoudiennes, sociétés qataris qui sont actionnaires dedans par société interposée. Hein. Donc ces Américains, ces grosses sociétés qui représentaient la puissance des démocrates, hein, il n'y a qu'à voir qui finançait la fondation Clinton pour voir quelles sont les sociétés qui défendaient Clinton. Hein. Donc ces sociétés-là étaient une partie de la puissance américaine qui faisait la guerre à une autre partie de la puissance américaine qu'on pouvait appeler les pétroliers, les gaziers, tous les propriétaires milliardaires du sous-sol américain, hein, qui voulaient exploiter les énergies fossiles américaines. Hein. Donc c'était une grande guerre entre ces deux puissances, et les pétroliers et les gaziers américains sur pétrole américain, hein, donc, qui ne sont pas des sociétés réellement actionnaires, mais qui sont des propriétaires milliardaires. Alors, il y a des actionnaires bien sûr dedans, hein, mais qui sont essentiellement des groupes de propriétaires milliardaires, un peu à la J.R. Ewing, hein, puisque la loi américaine fait que le sous-sol appartient aux propriétaires du terrain. On n'est pas en France, hein, donc c'est très particulier. Donc ces gens-là étaient groupés derrière Trump. Ils ne croyaient pas vraiment à Trump, mais ils étaient derrière lui. Ils ne pensaient pas que Trump allait gagner, mais le fait que Trump a gagné fait que Trump relance ces sociétés qui étaient en train d'être coulées par les pétroliers et les gaziers américains, ces grosses sociétés tentaculaires qui sont en dehors des États-Unis, qui représentaient les démocrates, hein, et les démocrates tentaient de couler ces sociétés pour les racheter
à bas prix et revenir en Amérique pour pouvoir les réexploiter, car il n'y a plus assez de pétrole au Moyen-Orient. Donc c'était une façon de se sauver. Hein. Donc c'était deux combats de géants, l'un voulant récupérer la puissance de l'autre, l'un qui devait abandonner, mais à plus ou moins long terme, le Moyen-Orient, pour revenir aux États-Unis, et là, en coulant les petits propriétaires, milliardaires bien sûr, du sous-sol américain, qui eux, dans cette histoire, ont gagné l'inattendu de l'histoire, à cause des réseaux sociaux et du ras-le-bol de la population, des mensonges et de l'hypocrisie, tout simplement, des politiques américains. Ils ont préféré la vulgarité et la droiture, mise en scène bien sûr, de Trump, hein, que l'hypocrisie et le jeu d'acteur d'une Hillary Clinton. Donc on retrouve à ce moment-là un basculement total de la politique américaine sur son recentrement, sur son centre, sur son état où on va exploiter le sous-sol américain. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'Amérique décide de ne plus, le gouvernement américain, représenté par Trump, va décider de ne plus s'occuper du Moyen-Orient, juste d'être là pour protéger Israël, pour éventuellement, Israël qui va redevenir un pays normal, une espèce de Silicon Valley, une espèce de zone où des gens viendront monter des sociétés, où il y aura une fiscalité intéressante pour toute une communauté juive en partie, hein, qui viendra pouvoir installer ces sociétés pour pouvoir faire du high-tech. Hein. Donc ça va être une espèce de zone Silicon Valley géante, ça va être en fin de compte ce qui va sauver Israël et qui va l'enlever de ce jeu de politique internationale avec puissance militaire jouant sur la région, étant obligé d'appuyer les Américains dans leurs actions de ponction des énergies fossiles. Donc c'est très très bien, nous avons évité une guerre, nous avons un recentrement de l'Amérique sur son territoire, l'Amérique qui va abandonner le Moyen-Orient, hein, abandonner d'une façon, elle va être moins présente, hein, et nous avons même quelque chose de fabuleux, hein, puisque l'Amérique va se recentrer sur les énergies fossiles, le gaz de schiste, hein, le pétrole de schiste, les sables bitumineux, hein, même canadiens, mais les Américains sont en partie actionnaires, hein. Donc toutes ces énergies fossiles américaines, même le charbon, hein, c'est polluant, mais bon, tout est polluant. Donc, ces Américains, on voit même qu'ils sont en train de se rapprocher de la Russie dans une alliance, si vous voulez, hein, première alliance que l'on peut voir. Hein. On arrive vers une solution qui a l'air vraiment intelligente, hein, proposée par Trump, et on a vu que Trump avait nommé un des responsables d'ExxonMobil, une grosse société américaine pétrolière, hein, donc qui doit exploiter le gaz de schiste aussi, qui doit avoir des spécialistes. Et on voit qu'il va y avoir une collaboration, que ExxonMobil va commencer à traiter avec la Russie. Alors on va dire, mais pourquoi les Russes, qui sont de grands pétroliers gaziers, auraient besoin d'ExxonMobil? Eh bien tout simplement parce qu'ExxonMobil a en partie des sociétés à elle, ou bien elle traite avec des sociétés qui sont spécialisées dans l'extraction du gaz de schiste, du pétrole de schiste, qui est devenu maintenant, par fracturation des roches, beaucoup moins polluant, car au lieu d'injecter du liquide, on injecte du gaz et on fait sortir les huiles, hein, les huiles et le gaz de schiste, ce qui permet d'exploiter à coût déjà plus réduit et moins polluant le sous-sol américain. Alors le sous-sol américain, n'oublions pas qu'il y a en pétrole de schiste, en équivalent de consommation pétrole et gaz américaine, l'équivalent à plein rendement de 110 ans de production pétrolière. Donc c'est maintenant, si on pèse ses charges là-dessus, devenu absolument rentable. Ça va être un effondrement quand même des cours, un effondrement, pas des cours, mais un effondrement des puissances du Moyen-Orient, hein, qui vont s'affaiblir énormément puisqu'elles vont être confrontées à cette restructuration très rapide, qui devait avoir lieu beaucoup plus lentement, de la production de pétrole et d'énergie fossile directement aux États-Unis. Donc, on s'aperçoit que les Américains et les Russes s'associent, et les Américains s'associent aux Russes pour leur moderniser et leur vendre leur savoir-faire dans l'exploitation des gaz de schiste et pétrole de schiste, dont la Russie est aussi une chanceuse, une chanceuse propriétaire, car elle possède en
Sibérie, de très grandes, très vastes gisements de pétrole et de gaz de schiste. Et puis je ne parle pas des sables bitumineux qu'on doit aussi retrouver. Donc on se trouve avec des énergies fossiles un peu plus dures à extraire, mais en quantité phénoménale. Maintenant, on a effectivement une voie vers la pollution, malheureusement, mais une voie vers la pléthore calorique et une association Russie-Amérique. L'Amérique cédant le Moyen-Orient, qui est bien sûr plutôt pour elle, comme l'a dit Trump, hein, quelque chose qu'il veut abandonner, car ils sont mal vus. Trump l'a même annoncé dans une de ses interviews, de ses conférences, quoi. Un de ses discours, hein, il avait dit qu'il en avait marre que l'Amérique soit mal vue dans le monde entier pour ce qu'elle fait en dehors de l'Amérique. Donc Trump essaye de tout ramener dans son pays en tant qu'homme d'affaires, attaché aux affaires, amoureux des affaires, amoureux des hommes d'affaires américains. C'est un créateur d'emplois, c'est pas un actionnaire, c'est un entrepreneur. Donc, la mentalité d'un entrepreneur est différente de celle d'un actionnaire, gestionnaire, qui lui ne voit que le profit et ne voit pas la création. Hein, l'entrepreneur comme Trump est un créateur, ce n'est pas un enfant de cœur. Il a dû magouiller comme tous les copains, mais il crée. C'est un homme qui se réalise dans la création, alors que les gestionnaires, que les gens qui sont dans la gestion qui sont actionnaires de grandes entreprises, hein, sont dans le bénéfice et non dans la création, qui est lié bénéfice par destruction ou bénéfice par création. Pour eux, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est l'énergie qu'ils en tireront pour eux-mêmes et pas l'énergie qu'ils produiront. Hein. Vous comprenez, un est positif, l'autre est sataniste. C'est symbolique, bien sûr, mais c'est ça. Donc nous avons ce changement radical et nous avons l'abandon du Moyen-Orient par les Américains. Et là, les Turcs se retrouvent dans une situation un peu bancale. Alors, il fallait savoir, c'est un peu complexe ce que je dis, vous allez voir quand vous suivez les vidéos, vous verrez qu'à la fin, je ne me trompe pas. Nous avons vu quand il y avait encore les démocrates, qu'il y avait une tentative de création, de remplacement de l'État islamique, de l'EI, par un État kurde. Je voulais annoncer, même Bernard-Henri Lévy en avait parlé, c'était à l'époque des démocrates, à l'époque d'Obama, donc à l'époque de ces grosses sociétés qui étaient encore très puissantes là-bas, parce que l'État américain, avec son complexe militaro-industriel, avait décidé de mettre la mainmise sur cette région et de ne pas tout de suite retourner aux États-Unis, de terminer, de plier la région, de ponctionner la région et de plier un peu l'Eurasie, surtout la Russie et indirectement la Chine, de la maintenir comme vassale productrice avec ses petites mains. Donc ils étaient là-bas, mais ce qui se passe, c'est que maintenant, ça a changé. Donc à l'époque, ils voulaient créer un État kurde. Un État kurde, alors au début, ils finançaient ces démocrates, hein, si vous voulez, des grosses boîtes actionnaires qui sont derrière les démocrates, qui représentent les pétroliers et les gaziers, finançaient la Turquie par cette armée énorme américaine qui était en Turquie, permettant de bloquer, en essayant de débloquer plutôt le passage que bloquait la Russie avec la Syrie et l'Iran. Hein. Ils bloquaient parce qu'ils voulaient faire remonter du gaz qui venait du Qatar, qui venait de toutes ces zones des monarchies du Golfe, hein, pour inonder l'Europe et comme ça faire tomber le coût des hydrocarbures et du gaz, ce qui allait affaiblir la Russie, bien sûr. Bien sûr, et c'était des guerres énergétiques. Hein. Je l'ai annoncé bien avant tout le monde. Maintenant, c'est la mode d'en parler. On voit même des émissions sur Antenne 2, hein, que la guerre de Syrie est une guerre du gaz. Bien sûr, je l'ai dit depuis le début. Hein. Je l'ai dit qu'il y avait ce blocus russe, cet étau irano-syrien russe, en vérité, pour empêcher l'acheminement de gaz, tout simplement pour empêcher un gaz à bas prix d'inonder le marché et de faire chuter l'économie russe qui est basée essentiellement sur ces énergies fossiles et pas son économie de marché. Hein. Donc voilà. Donc on peut voir maintenant qu'il y a un changement radical et que l'Amérique
a décidé de laisser plus ou moins aux Russes carte blanche pour gérer cette région et qu'il n'y aura pas de création d'État kurde. Au début, les Américains ne voulaient pas un État kurde, c'était les Russes qui essayaient de monter les Kurdes de la région pour empêcher justement, rendre instable cette région Nord-Irak, pour empêcher l'installation de gazoducs, d'oléoducs. Mais voyant que l'État islamique était une abomination créée par les Américains, bien sûr, avec par derrière le Qatar, les Saoudiens, tout ce que vous voulez, qui finançait cet État qui leur a échappé ensuite, qui est devenu indépendant par la monnaie or, et qui était associé en douce à la Turquie ne voyant que ses avantages économiques, car cet État islamique revendait son pétrole à la Turquie en douce, et ce pétrole était acheminé un peu partout en Europe via la Turquie, et elle passait au black dans de nombreuses sociétés de pétroliers européens, et même des fois américains, israéliens aussi. Donc on voit qu'il y a un changement actuellement, qu'ils vont progressivement dégager l'EI, l'EI ne va bientôt plus exister, que l'État kurde rêvé momentanément par les démocrates en essayant de récupérer les Kurdes qui étaient avec les Russes, par les démocrates, donc par les Américains, cet État kurde rêvé ne verra pas le jour, ou verra le jour d'une façon très limitée, car les Turcs n'en veulent pas, et les Russes, tous des bons diplomates qu'ils sont, ont décidé de s'associer avec les Turcs pour leur dire, écoutez les gars, on ne va pas créer d'État kurde, on va peut-être faire un petit État, mais pas grand-chose qui n'aura pas les zones pétrolières, puisque l'État kurde est en partie sur les zones pétrolières dans l'Irak, et ça donnerait une énorme puissance, et comme les Turcs sont de nationalistes féroces, ils auraient très 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 mal vu la naissance d'un État kurde au sein ou aux portes de leur empire économique. Donc on voit qu'il y a une nouvelle redistribution des cartes et qu'il y a, chose exceptionnelle, une association Erdogan-Poutine, Turquie-Russie, pour gérer cette région un peu nord-Irak. On va voir visiblement un État qui va, une Turquie associée à la Russie, une Russie qui va veiller à ne pas, aider un État kurde à naître, bien qu'il ait été associé, mais la Russie en général n'a d'intérêt que pour elle, comme les Américains d'ailleurs, mais la Russie est plus franche quand elle le dit. Donc elle s'associe à la Turquie en disant, mes amis les Turcs, vous pourrez un peu avoir le Nord-Irak, vous pourrez avoir une gestion de ce pétrole que vous aviez, pétrole que l'État islamique vous fournissait, là vous l'aurez peut-être plus légalement. Les Américains vont sûrement dire, d'accord, on laisse la Turquie s'occuper un peu de récupérer ce pétrole Nord-Irak. En échange, il n'y aura pas de création d'État kurde, mais il y aura peut-être une création d'une zone avec facilité pour les écoles kurdes, facilité de la culture kurde, mais en aucun cas une mainmise économique des Kurdes sur ces régions pétrolières, ce que voulaient faire les Américains momentanément de la bande à Clinton, donc les démocrates qui représentaient les pétroliers et les gaziers américains en dehors des États-Unis. Donc on voit exceptionnellement cette association Turquie-Russie, et en échange, la Turquie laissera passer la Russie en Méditerranée, lui permettant d'avoir l'accès à une zone commerciale monstrueuse grâce à son débouché qui vient de la mer Noire. Alors la Russie, c'est dans un grand projet, c'est la grande gagnante, avait récupéré l'Est de l'Ukraine, particulièrement la Crimée où se trouvent toutes les bases navales, base navale permettant de faciliter, base militaire, permettant de sécuriser les transports énergétiques. Oui, l'armée n'a qu'une seule fonction, sécuriser les frontières d'un pays, mais sécuriser les apports énergétiques de ce pays, que ce soit les apports, les entrées ou les sorties de flux énergétiques. C'est la même chose avec les légions romaines. Les légions romaines n'avaient comme fonction que de sécuriser l'Empire, de créer des routes et de sécuriser ces routes pour amener des denrées
hein, donc de l'énergie à Rome. Donc c'est la même chose avec les Russes, hein, les armées n'ont comme fonction que de défendre un territoire et de sécuriser les flux énergétiques. Hein. Il ne faut pas voir ça comme des défenses de la morale, non, on défend l'énergie, la morale étant un prétexte pour la prédation ou une façon de s'unir contre la prédation des autres. Voilà. Donc on voit association, Russie, Turquie, et c'est tout nouveau dans la donne économique, je l'avais prévu, je vous l'explique, hein. C'est sympa, tout est calories comme je vous le dis, hein. Donc vous voyez, grand changement, j'essaye de vous expliquer simplement, c'est un peu confus parce que moi je vois ça comme des échanges énergétiques, des tensions, des afflux d'énergie, je le vois très bien parce que j'ai dessiné pendant des dizaines d'années les tensions dans les corps humains, les veines, les artères, j'ai dessiné les squelettes, j'ai dessiné la structure des choses, donc entre comprendre un corps humain et comprendre des états, c'est la même chose, tout fonctionne de la même chose, il y a dans les états un cerveau, il y a dans les états des artères, des veines qui apportent l'énergie, il y a des producteurs, hein, qui produisent du mouvement et qui produisent des choses, hein, c'est un peu les organes du corps, les muscles du corps, il y a de la production, tout fonctionne de la même façon, que ce soit un organisme vivant, hein, comme un homme, paramécie, hein, ou comme un état. Un état est un organisme vivant qui fonctionne comme un corps. Donc voilà ce que j'avais à dire. Donc, beau changement, pour le moment pas de guerre, on a évité la grande guerre, hein. On a de la chance, donc stabilisation, changement de politique générale, hein, avec ces États-Unis qui se remettent chez eux, hein. Trump ramène tout, hein, mais Trump, vous l'avez vu, se met à participer avec la Russie à la modernisation des gisements de gaz de schiste, hein, du Moyen-Orient. Donc association, ils vont envoyer leur société là-bas. Hein, chacun aura sa zone et chacun va puiser l'énergie. Hein, n'oubliez pas que l'Amérique avait comme principal problème d'éviter les troubles sociaux chez elle, hein, et de fournir et de maintenir le niveau énergétique, le niveau calorique de son peuple, hein, de maintenir le même niveau. Hein, c'est-à-dire que quand il y a un effondrement, il commence à y avoir des crises internes dans un pays. Hein, donc Trump a choisi une politique de recentralisation, d'abandon du Moyen-Orient. Bon, maintenant nous allons avoir un petit problème avec la France qui, elle, était un peu était même pro-américaine, puisque nos sociétés comme Total étaient aux ordres des Américains qui lui laissaient diffuser par exemple le gaz qatari en échange d'une politique pro-américaine et d'un soutien armé dans la région pour pas que ce soit tout le temps l'Amérique qui se mouille. Hein. Donc voilà. Donc maintenant, on a abandon des États-Unis du Moyen-Orient, ou abandon partiel. Russie qui commence à avoir la mainmise sur cette zone, hein, en tout cas la bloque, hein. Donc il n'y aura plus ces problèmes de conflit gazoduc Moyen-Orient et les gazoducs russes, hein. Donc vous ne verrez pas arriver de gazoduc du Qatar, sauf si le Qatar se met à s'associer aux Russes, hein, où on va peut-être laisser les Français diffuser le gaz Qatar, à condition qu'ils ne court-circuitent pas et qu'ils n'emmerdent pas les réseaux énergétiques russes. Voilà, et vous voyez, ce qui n'était pas prévu est arrivé, et je l'avais prévu, hein, moi j'avais expliqué, hein, déjà, pour ceux qui suivent mes réseaux sociaux, association, Turquie, Russie, avec la Turquie qui va laisser accéder la Russie par le Bosphore au commerce méditerranéen, et en même temps la Russie qui laissera un peu la Turquie se débrouiller
avec le pétrole et le gaz, surtout le pétrole du Nord-Irak. Voilà, surtout le pétrole Nord-Irak. Le gaz va être un peu bloqué, il ne passera pas par là pour laisser les Russes diffuser leur propre gaz. Voilà. Donc voilà, magnifique changement de situation. Nous allons avoir un petit effondrement des puissances du Golfe, des monarchies du Golfe. Il y avait déjà moins d'énergie là-bas. Donc nous allons, d'ici entre maintenant et dans 15 ans, nous allons avoir un effondrement progressif de ces régions. Malheureusement, les Français ont vendu leur cul, pour ne pas dire, c'est leur cul, ils ont vendu leur terre, ils ont tout vendu chez eux à ces puissances du Moyen-Orient qui, elles, savaient très bien qu'elles allaient manquer d'énergie. Donc nous allons nous retrouver avec une espèce de caste de monarchie, de vieilles familles monarchiques du Golfe, rentrant dans les castes françaises, comme possédantes de sociétés, actionnaires dans nos sociétés françaises et possédantes de nos territoires. Ce qui est un peu stupide, mais bon, les Français sont comme ça, ils se vendent au plus offrant, ce n'est pas une méritocratie, c'est un pays de caste, générant des esclaves. L'esclave est quelqu'un qui est vendu à son maître. Voilà, c'était Fred Delavier. Comme prévu, je l'avais annoncé. Donc, je suis effectivement un incompétent en économie, un incompétent en géopolitique, mais je prévois ce qui va se passer. Donc, il vaut mieux un abruti qui prévoit l'avenir qu'un spécialiste de géopolitique et d'histoire qui se trompe dans ses pronostics. Voilà, c'était Fred Delavier, à bientôt, comme quoi le sport mène à tout.